Aujourd'hui, on reçoit Jean-Philippe Couture, directeur stratégie et culture chez Nordastello. Jean-Philippe est titulaire d'un MBA de l'Université de Sherbrooke et entretient une véritable passion pour tout ce qui relève de la planification stratégique, plus particulièrement la mise en œuvre de la planification stratégique, donc vraiment comment on passe des idées au concret, comment on vit la stratégie au quotidien. C'est à peu près ça? Oui, tout à fait. Donc, ce qu'on va parler, c'est à partir du moment qu'on a un alignement stratégique qui est défini, comment on fait pour le faire atterrir. C'est souvent ça le défi avec la planification stratégique. C'est le « make it happen », comme on dit en anglais, qui est la plus grande difficulté. Donc, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Ce qu'on aimerait faire surtout, c'est vraiment de profiter de l'esprit d'introspection et de renouveau que peut inspirer le Nouvel An pour revenir sur une pratique en particulier qui a été mise en place chez Norda et dont on a commencé à récolter les fruits en 2021, les War Rooms. Jean-Philippe, tu as été le grand instigateur de cette pratique-là. Merci d'avoir accepté l'invitation et d'être avec nous. Merci Camille, ça me fait plaisir. Je pense que pour commencer, on aurait vraiment besoin d'un petit topo de ce que sont les War Rooms chez Nordastello. Brièvement, les War Rooms, dans le fond, un War Room, c'est une équipe multidisciplinaire qui a une mission de groupe, donc une mission évidemment qui est une mission stratégique par rapport à un alignement stratégique. Cette équipe-là va voir cette mission-là redécoupée en objectifs, donc 2 à 4 objectifs, lesquels vont être redécoupés souvent en livrables, mais surtout en échéances courtes. Donc, on vise des résultats d'un 4 à 8 semaines. Parfois, ça peut aller jusqu'à quelques mois, mais surtout dans le court terme, là, 3 à 4 mois maximum. Donc, vraiment ici, pour arriver à une équipe multi qui est concentrée à l'atteinte d'un objectif dans un horizon court terme. Puis pourquoi vous avez instauré les War Rooms? C'est quoi qui a mené à la création de ces équipes-là? Bien, au fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut remonter, au début de la pandémie, puis il faut même remonter un an avant ça. Notre dernier exercice stratégique chez Norda, il a été fait en 2019, donc un exercice triennal. Et on a défini à ce moment-là nos alignements stratégiques pour les 3 années subséquentes. Et on a entrepris aussi à ce moment-là ce qu'on appelait des chantiers stratégiques. Mais les chantiers stratégiques, la façon qu'on les faisait à l'époque, en 2019, bien, c'était un peu notre façon conventionnelle de faire des projets stratégiques, c'est-à-dire que, bon, on nomme des responsables, il y a une rencontre par mois, là après ça, c'est difficile des fois pour les gens de se rencontrer, de maintenir le rythme, souvent on va sauter des rencontres entre les mois, ce qui fait qu'à terme, on perd le focus, on perd l'énergie et les projets sont plus difficiles à mettre à terme, même aussi les objectifs, souvent dans ce genre de projets conventionnels sont souvent très ambitieux, donc plus difficile aussi à voir la fin. Et ce qu'on a fait, c'est que quand la COVID est arrivée, donc un peu comme tout le monde, on s'est re-questionné à ce moment-là, voir qu'est-ce qu'on fait avec notre alignement stratégique. On avait des choix à faire. Donc, est-ce qu'on poursuit notre alignement stratégique? Est-ce qu'on a le bon? Est-ce qu'on accélère? Est-ce qu'on arrête tout? Est-ce qu'on met sur pause? Et ce qu'on a décidé, bien, assez rapidement, c'est de dire, non seulement on a le bon alignement stratégique, mais il faut aller plus vite, plus de résultats. Et à ce moment-là, c'est ce qu'on lisait dans la littérature, là, entre autres, je prends par exemple McKinsey, dans lequel on s'est beaucoup inspiré pour mettre en œuvre ces équipes-là. Mais là, c'est des vraiment gros objectifs, aller plus vite. De quoi tu t'es inspiré à part de McKinsey? Ça vient d'une théorie qui existe déjà? Ou... Au fait, ce qui est important quand on fait ce genre de changement-là, c'est de bien comprendre l'organisation et d'essayer de trouver, de par nos connaissances, d'essayer de trouver les bons concepts qu'on pourrait mettre en application pour pouvoir mettre ça de l'avant. Puis évidemment, quand on parle d'aller vite, d'atteindre des résultats rapidement, de plus petits objectifs, bien, c'est là que la méthodologie agile rentre en ligne de compte. Donc, c'est très orienté sur ces aspects-là. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est inspiré des méthodologies agiles sans toutefois aller vers je dirais une mise en application là, en profondeur des concepts agiles. Donc, on est allé chercher les morceaux qui nous intéressaient et on a défini après ça de quel format seraient nos War Rooms. Et quand on met le tout ensemble, bien, on a pu lancer les War Rooms par la suite. Donc, ce qu'on est allé chercher de la méthodologie agile, entre autres, c'est toute la notion de sprint. Donc, de livrables à court terme. Donc, au départ, on définissait des livrables avec des termes de 2 semaines, lesquels on venait présenter dans le cadre de revues de sprint. Donc, ça, c'est un autre concept qu'on est allé chercher des méthodologies agiles. Ensuite, on a utilisé les concepts de backlog, donc de cumul d'actions à réaliser, mais aussi, surtout beaucoup,
ce qu'on appelle daily meeting, donc rencontres quotidiennes, pour faire travailler les équipes à fréquence augmentée sur les livrables. Donc, c'est ce qu'on a fait au départ et avec le temps, on a ajusté ces méthodes-là. Donc, c'était vraiment un clash entre le avant conventionnel et de travailler en mode accéléré, focusé sur un objectif, sur une mission. Bien, c'est ça que j'allais dire, c'est vraiment des gros changements quand même dans l'opération, dans le day-to-day des employés. Comment on fait pour instaurer ça dans une organisation, pour le mettre en place puis vendre ça aux gens? Bien, oui, c'est une très bonne question. Au fait, au départ, il faut comprendre qu'on est toujours dans l'environnement planif stratégique. Donc, c'est des projets qui vont souvent toucher pas nécessairement l'ensemble des employés au départ dans l'implication des groupes. Donc, chacun des War Rooms avait un leader désigné qui est aussi un membre du comité de gestion. Donc, d'où le lien avec la planif stratégique, les alignements de la direction. Et dans les équipes multidisciplinaires, bien, on est allé chercher 3 à 4 personnes selon les sujets. Ce qui fait qu'au final, dans la première phase des War Rooms, on avait entre 20 et 25 personnes d'impliquées. Donc, le changement, quand même, ça nécessite de la pédagogie, une certaine pédagogie agile, une certaine formation pour ces gens-là qui allaient vivre ces nouvelles méthodes-là au quotidien. Mais évidemment, l'idée, c'est de commencer avec une première phase, une deuxième, et après ça, c'est comment on peut déployer ces méthodes-là à l'ensemble de l'organisation, donc que ça devienne dans nos façons de faire. Est-ce qu'il y a eu des enjeux rencontrés? Est-ce qu'il y a des personnes qui étaient juste pas capables de rentrer ça dans leur horaire, même, je pense? Bien, il y a définitivement des enjeux, comme dans toute mise en place de programmes de la sorte. Là. Ce qu'on a remarqué comme enjeu au départ, c'est qu'après 4 à 6 semaines que ça a été lancé, bien que les gens avaient un enthousiasme vraiment, vraiment très fort, là, on a senti un essoufflement. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a ajusté la longueur des sprints. Au lieu de les faire aux 2 semaines, on les a allongés à 3 semaines. Au lieu de faire des rencontres quotidiennes 4 fois semaine, parce qu'on était du lundi au jeudi à ce moment-là, on a réduit à 2 à 3 rencontres, un petit peu plus longues. Donc, ça change un peu du profil du daily meeting, si on veut. Mais ça a vraiment donné des bons résultats. Donc, dans la deuxième phase, si on veut, dans la poursuite des War Rooms, là, on a vraiment senti que l'essoufflement s'était estompé, le découragement. Et en plus, on commençait à avoir les premiers résultats, les premiers livrables arriver, les premiers résultats arriver. Donc, il y a eu, ça a donné comme je dirais en anglais, un kick pour repartir la machine. Donc, ajustement au niveau de l'effort au départ. Aussi, ça a été important de faire comprendre à nos employés, parce qu'on est une firme professionnelle, donc les gens aiment bien se camper ou se fier à des protocoles, des standards. Et comme on s'inspirait des méthodologies agiles, mais on n'applique pas nécessairement intégralement les méthodologies agiles, ça a été important d'expliquer aux gens justement qu'on était en train de développer quelque chose propre à notre nature, qui était bon pour nous, mais qui n'était pas nécessairement un processus dans son ensemble pris d'un concept à l'externe. Puis ça, par expérience, là, je l'ai vu avec mon background en Lean, entre autres. Là, souvent, on met beaucoup d'emphase à essayer d'implanter quelque chose en misant beaucoup sur le processus qu'on a appris, mais ça ne s'applique pas toujours intégralement dans une organisation. Il faut prendre ce qui est bon pour nous, hyper puis important, laisser aller de côté. Hyper important. Ça, c'est vraiment une condition de succès. Donc, être capable de reconnaître ce qui est bon pour nous dans une pratique parce qu'on connaît bien notre organisation, on connaît bien nos gens, puis de mettre ça en application, on a beaucoup plus de chances de succès, à mon avis. Par expérience, en tout cas, je peux en témoigner, plutôt que d'essayer d'appliquer intégralement un concept qui peut-être n'est pas tout à fait applicable. Une autre chose que je me demande, c'est, tu as parlé tantôt que c'est des équipes multidisciplinaires, donc oui. C'est sûrement des gens qui ne travaillent pas tout le temps ensemble. Exact. Comment on fait pour bâtir une équipe qu'on sait que ça va fonctionner? Est-ce que ça aussi, il y a eu des épreuves où, en fait, les gens sont stimulés par le fait de travailler avec des nouvelles personnes? Comment ça marche, cette dynamique-là? Bien, au fait, ça, c'est vraiment, vraiment intéressant parce que, bien, évidemment, les gens qui ont été sollicités dans les War Rooms et qui le sont toujours, bien qu'ils ne travaillent pas au quotidien en temps normal ensemble, ils sont souvent appelés à collaborer ensemble. Puis ça fait partie des valeurs de l'organisation. La collaboration, elle est transversale, donc on la retrouve à tous les niveaux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu un passage de leadership dans les War Rooms avec le temps. Donc, d'un leader qui était chargé, si on veut, d'animer les rencontres, d'amener à terme les résultats. Il y a eu, avec le temps, après quelques mois, dans le développement des gens, un transfert
vers de nouveaux leaders, donc un passage de témoins. Puis là, ça nous a permis aussi de démarrer des nouveaux war rooms parce que notre alignement ou notre planification stratégique, elle se vit, elle n'est pas statique, donc ça doit aussi évoluer avec le temps. Donc, au niveau humain, je dirais, ça a été très intéressant côté développement des compétences pour ces gens-là. Puis à la fin d'un war room, je vais m'habituer à dire ce mot-là, à la fin, comment ça se dissout, cette équipe-là? Comment ça se termine? Bien, il y a deux choses que je pourrais répondre par rapport à ça. Bon, à la fin d'un war room, il y a comme il y a une sorte de célébration à faire, de se féliciter d'avoir accompli, mais même, je fais un petit retour, même à l'intérieur des revues des sprints, donc aux 3 semaines, il y a aussi, sans célébrer, il y a cette reconnaissance-là qui se fait. Parce que quand un war room présente aux 3 semaines, donc il fait une revue des sprints au client. Puis pour nous, le client, il est représenté par le président. Okay. Donc, et l'équipe de direction. Donc, le war room vient présenter les résultats, l'avancement. Et il y a une belle reconnaissance qui se passe là. Il y a même des fois des célébrations. Et aussi, à la fin de war room, on va retrouver la célébration. Puis ça, c'est un passage hyper important aussi qui garde, je pense, tout le monde intéressé dans la démarche. Mais là, la célébration, c'est-tu une bouteille de champagne qui pop? C'est-tu... Malheureusement, je ne l'ai pas encore vu, ça, mais j'ai des petites idées à proposer là-dessus. Mais juste le fait de reconnaître en équipe, puis que ce soit reconnu par les pairs, puis par la direction, l'accomplissement, puis surtout quand on regarde rétroactivement ce qu'on a accompli avec la démarche, il y a cette reconnaissance-là, c'est vraiment, je dirais, du carburant pour les gens qui participent dans les war rooms. Et pour revenir à ta question, Camille, à savoir qu'est-ce qui arrive à la fin, mis à part la célébration. Donc, il y a différentes possibilités. On a entre autres un war room là, qui était, un de nos war rooms était sur la durabilité des actifs, qui est comme notre driver, si on veut, de notre alignement stratégique. Mais maintenant, ce war room-là a fait en sorte que c'est devenu carrément une unité d'affaires dans notre organisation. Donc, par le war room, on a bâti des choses qui fait qu'aujourd'hui, on a justement bâti les bonnes choses, puis on est capable de capitaliser sur notre alignement stratégique sur cet aspect-là. Ça devient vraiment concret. Là. Le war room, ça devient plus juste 7 personnes réunies ensemble. Et pourquoi ça devient concret? C'est qu'en découpant les grands objectifs en petits livrables, non seulement ça devient concret au fil du temps parce qu'on accomplit beaucoup de choses, mais à la fin, on a accompli ce qu'on a à accomplir justement quand on fait le cumul de tous ces livrables-là. Puis c'est vraiment ça la méthode agile, dans le fond. C'est qu'au lieu de voir une montagne infranchissable, c'est d'y aller par 100 mètres pour monter la montagne. Donc, on y va par petites victoires. Mais quand on regarde derrière soi, on voit qu'on a gravi la montagne par ces différents jalons-là, ces différents accomplissements-là. Donc, soit que ça devient quelque chose d'opérationnel, donc formalisé. Des fois, ce qui est arrivé avec des war rooms, ça nous a permis de clore un sujet, mais de démarrer un nouveau war room ou de faire évoluer les war rooms. Ça, c'est l'autre chose qui est importante. C'est pas parce qu'on a défini une mission il y a quelque temps qu'elle n'évoluera pas. Puis encore là, ça revient toujours au agile. Ne pas avoir peur de faire des erreurs ou de se repositionner dans le temps, c'est hyper important dans la démarche. Donc, c'est vrai aussi avec nos war rooms. Mais si je compare aujourd'hui, on est rendu à environ une quinzaine de war rooms, soit complétés ou soit en action. Et ils ont tous apporté quelque chose dans l'avancement stratégique. Ils ont tous amené quelque chose dans le make it happen de la planification stratégique. Puis j'ai dit en intro qu'on avait finalement récolté les fruits de cette pratique-là en 2021. Tu as nommé la durabilité des actifs. Y a-t-il d'autres exemples vraiment concrets là, qu'on peut... Bien, au fait, oui, il y a différentes thématiques que ça nous a permis d'aborder. Évidemment, nous, ici, dans notre réalité, il y a beaucoup d'initiatives relativement à la digitalisation, à la gestion de projets. Donc, c'est toutes des choses qu'on a réussi à avancer, mais aussi, des fois, on peut avoir des nœuds qu'on rencontre au niveau de la direction. Donc, est-ce qu'on a est-ce que nos résultats sont ce qu'ils devraient être? S'ils ne le sont pas, est-ce qu'on peut utiliser peut-être les war rooms comme moyen pour y accéder plus rapidement? Donc, ça aussi, ça a permis d'atteindre ces objectifs-là, soit des objectifs d'efficience, des objectifs de résultats financiers. C'est un cumul d'accomplissements, toujours en lien avec notre planification stratégique et ce qu'on a défini au départ. Excellent, ça. Puis finalement, là, pour clôturer puis avoir une perspective vers l'avenir, vers 2022, avec quoi tu voudrais clôturer le podcast? Quelle réflexion?
Bien, moi, le grand apprentissage dans tout ça et la grande réussite quand on regarde ce qu'on a fait dans les 18 à 20 derniers mois avec ça, c'est vraiment de ne pas hésiter à s'inspirer de concepts et de ne pas hésiter à prendre ce qu'on a besoin dans ces concepts-là, les mettre ensemble, bâtir un modèle qui nous convient en tant qu'organisation, basé sur notre réalité, basé sur la réalité de nos gens, plutôt que d'y aller avec une vision dogmatique des choses et essayer d'appliquer des choses qui ne sont pas nécessairement toujours réalisables pour nos organisations. Ça, c'est vraiment l'apprentissage qu'on en tire. Puis c'est, quand j'ai l'occasion de parler des War Rooms là, à qui que ce soit, c'est toujours la même conclusion qui me revient en tête. Puis c'est pour moi, ça c'est une grande fierté aussi. Peut-être une inspiration pour d'autres qui voudraient mettre ça en place. Je le souhaite et je souhaite que d'autres personnes dans le même rôle ou d'autres organisations puissent faire ce constat-là aussi. Super! Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, ça a été un plaisir, Camille. Bonne année. Merci, à toi aussi. Bye! Bye.